Voilà, bonjour tout le monde. Donc, nous allons démarrer le cours sur les protéines. J'espère que là, vous voyez bien la projection. Donc, j'ai démarré aussi l'enregistrement. Donc, merci d'être là. Bienvenue. Nous allons entamer le cours sur les protéines. Donc, on va d'abord voir l'importance des protéines dans les aliments. L'importance des protéines dans notre vie. Alors, vous savez, il y a d'abord des aliments qui sont riches en protéines. Si vous voulez chercher des protéines, cherchez-les dans la viande, le poisson, les fruits de mer, les crevettes, les pagnes et autres, les œufs, donc les produits laitiers comme les fromages, les yaourts. Ce sont ces produits qui contiennent plus de produits. Jusqu'à présent, je n'ai cité que des produits d'origine animale. Il y a aussi des produits d'origine végétale qui contiennent aussi des proportions de protéines importantes. C'est le cas des haricots, des petits pois, des amandes, du riz complet, etc. Quand on vous dit riz complet, en fait, c'est du riz qui est entier, il y a la présence du germe dans le riz. C'est vrai que ce riz-là, on ne le retrouve pas beaucoup sur le marché sénégalais, mais c'est un riz qui est quand même riche en protéines, comparé au riz raffiné que nous avons surtout. Il y a aussi le noix de cajou, qu'on appelle communément le ndamaras. Donc, je vous ai présenté les produits qui sont riches en protéines. Et pourquoi consommer des produits riches en protéines? C'est ça que nous allons voir tout de suite. Regardez. D'abord, les protéines sont indispensables à la vie. Sans les protéines, on ne peut pas vivre normalement, on ne peut même pas vivre. Et figurez-vous que si on prend notre organisme, après l'eau, vous savez que l'eau est le constituant principal de notre organisme. Après l'eau, si on élimine l'eau de notre organisme, 50% de la matière sèche que nous retrouvons dans notre organisme est constituée de protéines. Les protéines sont présentes pour maintenir notre croissance, pour nous permettre de nous développer, de grandir, d'être grand et tout, mais aussi pour nous permettre d'avoir une contraction musculaire. Ah oui, vous avez vu les lutteurs qui s'injectent de protéines, qui prennent des produits qui sont riches en protéines. Effectivement, c'est pour vraiment développer des muscles et avoir une bonne concentration de ces muscles, être costaud. Voilà, les biceps. Très bien. Donc, les protéines, vraiment, sont importantes. Je vous ai montré, présenté les aliments où on peut les trouver, n'est-ce pas? Il y a des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale et aussi leur rôle. Mais on n'a pas fini avec le rôle dans l'organisme. Donc, on a parlé de concentration, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez avoir de grands muscles, il faut manger des produits qui sont riches en protéines. Bien sûr, il faut mouiller le maillot, faire du sport. Hein? Voilà. Aussi, il faut savoir que les protéines, aussi, on les retrouve dans les enzymes digestives. Vous savez, quand nous consommons un aliment, il nous faut des enzymes pour les digérer, pour les dégrader, pour nous permettre de pouvoir bénéficier de l'énergie que va générer cette digestion. Ces enzymes-là qui nous permettent de dégrader, de digérer plutôt ces aliments, sont composés d'enzymes. Donc, ces enzymes sont des protéines. Voilà. Question? Oui, je peux avancer. OK, donc ça va. Donc, en plus des enzymes digestives qui sont des protéines, il y a aussi l'insuline. Vous savez que l'insuline est extrêmement importante pour comment dire, pour que le sucre puisse être intégré dans nos cellules et que ces cellules puissent consommer ce sucre et produire des ATP. Donc, cette insuline-là est constituée de protéines. Il y a aussi des hormones. Les anticorps sont constitués de protéines, de même que l'hémoglobine. Donc, tout ceci pour vous montrer vraiment l'importance de ces protéines. Il y a aussi, enfin, les chromosomes. Les chromosomes, en fait, transmettent toutes les caractéristiques héréditaires sous forme de gènes. Ça, vous le savez. Et ces gènes-là sont constitués d'acides nucléiques. Donc, les acides nucléiques, ce sont les ADN et les ARN. Et ces acides nucléiques aussi sont liés
à des protéines qu'on appelle des protéines histones et qui permettent aussi d'avoir une bonne structuration de ces chromosomes. Donc, voilà pour vous donner une idée vraiment de l'importance des protéines. Et enfin, en dernier lieu, nous allons voir l'énergie. Ouais. Les protéines aussi nous permettent, nous fournissent de l'énergie. Voilà. Donc, je pense que là, on a fait le tour concernant l'importance des protéines dans notre organisme. Voilà. Donc, on va les étudier parce qu'ils sont très importants. Et on va voir maintenant les acides aminés essentiels. Vous savez, une protéine est constituée d'acides aminés, n'est-ce pas? Une protéine est constituée d'acides aminés. Un train est constitué de wagons. Un train est constitué de wagons. Une protéine est constituée d'acides aminés. Et nous avons les acides aminés essentiels. Donc, les acides aminés essentiels, ce sont en fait des acides aminés que nous ne pouvons pas synthétiser. Si je prends l'exemple des plantes, des micro-organismes, eux, ils peuvent synthétiser les acides aminés à partir des minéraux. Et ces acides aminés sont nécessaires à leur croissance. Donc, eux, ils n'ont aucun problème. C'est cool. Pour les végétaux et les micro-organismes, rien à dire. Maintenant, voyons pour les animaux. En fait, pour les animaux, eux, ils ne peuvent pas obtenir certains acides aminés que par la nourriture. Notre organisme ne peut pas synthétiser, ne peut pas fabriquer certains acides aminés. Ce qui veut dire que donc, nous devrons prendre ces acides aminés-là que nous ne pouvons pas fabriquer avec, au niveau des aliments. C'est les aliments qui vont nous fournir les acides aminés que nous ne pouvons pas fabriquer, que notre corps ne peut pas fabriquer. Et ces acides aminés, on les appelle des acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels sont donc des acides aminés dont l'organisme a besoin pour fonctionner, mais qu'il ne peut pas synthétiser. Voilà la définition d'acides aminés essentiels. On en a besoin, on ne peut pas les synthétiser. Acides aminés essentiels, et il faudra obligatoirement les trouver dans l'alimentation. Voilà. Donc, les animaux, malheureusement, il y a ces acides aminés, on ne peut pas les obtenir. Donc, c'est dommage. Sorry. Il faudra qu'on les cherche dans les aliments. Voilà. Donc là, je pense que c'est clair. Maintenant, il faudra qu'on cherche ces acides aminés essentiels dans les aliments. Voilà. Maintenant, ces acides aminés essentiels-là qu'on doit chercher dans les aliments sont au nombre de 9. C'est la lysine, le tryptophane, la valine, l'histidine, la leucine, l'isoleucine, la phénylalanine, la tréonine et la méthionine. Maintenant, chez les enfants, il y a l'histidine que les enfants ne peuvent pas synthétiser. Mais quand on devient adulte, on arrive quand même à les synthétiser. Donc voilà ces acides aminés que l'organisme a besoin pour vivre, mais qu'il ne peut pas synthétiser et qu'il faudra les trouver dans les aliments. Je vous ai donné des aliments où on peut quand même trouver ces acides aminés essentiels. Vous voyez? Donc jusque-là, ça va. Nous avons des acides aminés qui sont essentiels pour notre organisme. On ne peut pas les synthétiser, mais on peut trouver des aliments qui pourraient nous fournir ces acides aminés. Je vais consommer de la viande, je vais consommer des petits pois, je vais consommer des œufs pour bénéficier de ces acides aminés essentiels. Voilà. Maintenant, il y a un problème qui va se poser. Ouais. C'est quoi? Ces acides aminés qui sont essentiels, en fait, sont sensibles à la température, par exemple, à la chaleur. Rappelez-vous, on les cherche dans les produits comme la viande, le poisson. Mais vous savez que nous, on ne va pas manger la viande crue, à moins qu'on soit sérère. On ne va pas manger aussi un poisson cru, n'est-ce pas? À moins qu'on soit bambara. Donc, pour cela, il faudra les cuire. Et en faisant la cuisson, il faudra qu'on chauffe. Et ces acides aminés sont sensibles à la chaleur. Et on les verra tout à l'heure. Et comment faire pour bénéficier de ces acides aminés? Comment faire, sachant qu'on peut les détruire? On peut les détruire en chauffant, par exemple, ou lors des procédés de fabrication. Donc, on va voir en détail comment on pourrait faire pour éviter cette détérioration. Et pour cela, il faudra bien évidemment savoir comment ces acides aminés sont détruits, dénaturés ou dégradés.
N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Voilà, donc je vais faire un tout petit rappel sur les protéines. Donc les protéines, ce sont des macromolécules qui sont constituées d'acides aminés. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est comme si une protéine est un train et les acides aminés sont les wagons. Maintenant, un acide aminé est composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Pour la plupart des acides aminés, on verra que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Maintenant, pour certains acides aminés, on trouvera du soufre. Maintenant, il y a aussi la fonction, quand on prend un acide aminé, il y a la formule générale, ça c'est la formule générale d'un acide aminé. Et il y a deux fonctions qui seront toujours présentes. C'est la fonction carboxyle et le groupe amino. La fonction carboxyle et le groupe amino, ces deux fonctions sont toujours présentes chez un acide aminé. Voilà. Donc, toujours pour rappel, donc, les acides aminés qui entrent dans la composition des protéines, on les appelle des alpha-aminoacides. Les acides aminés qui entrent dans la composition des protéines, on les appelle des alpha-aminoacides. D'accord. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le point isoélectrique. Il y a aussi ce qu'on appelle le point isoélectrique, le PI. Donc, je vous rappelle que ça, si vous l'avez déjà vu l'année dernière. Donc, le PI, c'est quoi? C'est le point isoélectrique. Vous savez, un acide aminé peut être chargé positivement, négativement, ou peut avoir peut-être neutre, peut-être sous forme neutre. D'accord? Maintenant, tout va dépendre du pH et du point isoélectrique de l'acide aminé. Et ça, c'est à retenir. Si le pH de la solution où se trouve l'acide aminé est inférieur au point isoélectrique de l'acide aminé, la charge globale sera positive. Ça veut dire que l'acide aminé va se charger positivement si le pH est inférieur à son PI. Maintenant, si le pH est supérieur au PI, au point isoélectrique de l'acide aminé, ça veut dire que l'acide aminé va se charger négativement. Et si le pH est égal au PI, donc la charge sera neutre. Je reprends. Si le pH est inférieur au PI de l'acide aminé, l'acide aminé va se charger positivement. Et si le pH est supérieur au PI, l'acide aminé va se charger négativement. Et si le pH est égal au PI, donc on aura une charge qui est neutre. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, il faudra aussi faire la différence entre les peptides et les protéines. Les peptides sont constitués d'acides aminés, mais le nombre d'acides aminés qu'on retrouve dans les peptides sont inférieurs à 50. Quand on a un enchaînement de 50 d'acides aminés inférieur à 50, donc on parlera de peptides. Maintenant, si l'enchaînement d'acides aminés est supérieur à 50, on parlera de protéines. On parle aussi d'oligopeptides. Les oligopeptides, c'est quand on a un enchaînement d'acides aminés, mais le nombre d'acides aminés est inférieur à 10. Là, on parlera d'oligopeptides. D'accord? Maintenant, si le nombre d'acides aminés est compris entre 11 et 49, on parlera de polypeptides. Et si le nombre d'acides aminés sur la chaîne est supérieur à 50, là, on parlera de protéines. En résumé, on a les oligopeptides. Si le nombre d'acides aminés est inférieur à 10, on a des polypeptides. Si le nombre d'acides aminés est compris plutôt entre 10 et 50, et on a des protéines si le nombre d'acides aminés est supérieur à 50. Voilà, maintenant, on a aussi la classification des protéines. En fait, les protéines, on peut les classer selon leur composition chimique
Et là, on les répartit en deux groupes. Nous avons les holoprotéines et les hétéroprotéines. Alors, c'est quoi une holoprotéine? C'est simple. Une holoprotéine, on l'appelle aussi protéine simple. C'est une protéine qui ne contient que des acides aminés. Une holoprotéine ou protéine simple ne contient que des acides aminés, rien d'autre. D'accord? Maintenant, il y a les hétéroprotéines. Les hétéroprotéines contiennent des acides aminés et en plus des acides aminés, contiennent un groupement non protéique qu'on appelle groupement prostétique. Ça, c'est à retenir. Les hétéroprotéines contiennent des acides aminés et en plus de ces acides aminés vont contenir des groupements non protéiques qu'on appelle des groupements prostétiques. Alors, ces groupements prostétiques, ça peut être du fer, ça peut être du phosphore. Si c'est du phosphore, par exemple, on l'appellera phosphoprotéine. Si c'est des acides nucléiques, on l'appellera, par exemple, nucléoprotéine. Si, par exemple, le groupement non protéique est un lipide, on l'appellera lipoprotéine. Donc, les groupements prostétiques, ça peut être du fer, du métal, des minéraux, du phosphore, ça peut être du sucre. Si c'est du sucre, on dira glycoprotéine. Ça peut être du lipide, lipoprotéine. Donc, c'est groupement prostétique. Donc, après la composition des protéines, il y a aussi la structure des protéines. Vous savez, une protéine peut présenter 4 structures. Une structure primaire, une structure secondaire, une structure tertiaire et une structure quaternaire. Alors, c'est quoi la différence entre ces structures? D'abord, pour la structure primaire, je vous montre ici la structure d'une protéine qui est à un niveau primaire. C'est vraiment le niveau le plus simple. La structure est très simple. C'est un enchaînement, c'est tout simplement une chaîne. Hein? C'est tout simplement une chaîne qui n'est pas du tout organisée, n'est-ce pas? C'est comme si c'était un serpent qui marche. Hein? C'est comme si c'était un serpent. Bon, un serpent ne marche pas. Il n'a pas de pied, bien sûr. Disons que c'est comme un serpent qui va... bon, comment le serpent bouge? Rampe. Un serpent qui rampe. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Un serpent qui rampe, voilà, qui va se faufiler, mais pas dans la classe, pour éviter que les filles s'enfuient. Les garçons ne vont pas s'enfuir, bien sûr. Je leur fais confiance. Donc, on a, en bref, ce serpent-là, cette structure en forme de serpent qui est simple, hein, une chaîne qu'on appellera la structure primaire. Ensuite, on a une structure secondaire. La structure secondaire, en fait, elle est plus organisée. C'est soit sous forme de feuillet, on va voir qu'il y a, voilà quoi, c'est bien organisé sous forme de feuillet. C'est comme si on avait des feuilles qu'on avait bien pliées, ensuite qu'on relâche. On voit qu'on a des feuillets. Ça peut aussi être sous forme d'hélice, hélicoïdale. On l'appelle alpha, des hélices alpha. C'est comme si c'était un ressort. Vous savez, le ressort, voilà. Là, c'est la structure secondaire. Ensuite, nous avons la structure tertiaire. La structure tertiaire, c'est tout simplement des structures secondaires qui se regroupent. Quand on a des structures secondaires qui se regroupent, nous avons la structure tertiaire. Si vous regardez cette structure-là, vous pouvez voir qu'ici, nous avons des ressorts. Donc, structure secondaire. Ici aussi, on a des feuillets. Vous voyez, et tout ceci se regroupe sur une même molécule, ou plutôt qui se regroupe carrément sur un même bloc, et là, on a une structure tertiaire. Et il nous reste la structure quaternaire. Donc, la structure quaternaire, en fait, c'est quand des structures tertiaires se regroupent. Ici, vous voyez, ici, on a une structure tertiaire avec une autre structure tertiaire qui forme un bloc, et là, nous avons une structure quaternaire. Donc, on a vu maintenant la structure des protéines, que vous avez certainement vu l'année dernière. Maintenant, on va venir un peu en détail. Regardez, par exemple, si on prend la structure secondaire, on voit que cette structure secondaire-là,
rappelez-vous, on avait dit que c'est sous forme d'hélice, c'est sous forme de ressort ou sous forme de feuillet, comme ça. Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez ma souris? Ah, très bien, super, super. Merci. Donc là, c'est sous forme de ressort, là, sous forme de feuillet. OK, maintenant, regardez, pourquoi c'est sous forme d'hélice, comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça quitte la structure primaire pour venir à la structure secondaire? C'est parce qu'en fait, il y a une attraction des molécules. Par exemple, on peut avoir des liaisons hydrogènes entre deux acides aminés qui vont attirer la chaîne. Ici, on peut avoir des ponts de sulfure, on les appelle des ponts de sulfure entre deux soufres. On peut aussi avoir des liaisons hydrophobes, donc des effets hydrophobes où on a un regroupement de molécules hydrophobes, ou des liaisons ioniques où, rappelez-vous, on avait dit que les protéines, c'est les acides aminés. Certains pouvaient être chargés positivement, d'autres négativement. Et quand on a cela dans une chaîne de peptides ou de protéines, on a une attraction, ce qui fait que la molécule va avoir une certaine forme comme une forme de ressort ou de feuillet qu'on appellera structure secondaire. Voilà. Maintenant, la structure tertiaire, comme on l'a dit, c'est le regroupement de structures secondaires. Et la structure quaternaire, c'est le regroupement de structures tertiaires. Maintenant, on va venir à la dénaturation des protéines. Quand on sait comment les protéines se dénaturent, on pourra maintenant voir comment nous allons faire pour éviter la dénaturation des protéines. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une dénaturation d'une protéine? À ne pas confondre avec dégradation. On verra tout à l'heure dégradation. Mais là, on va voir d'abord la dénaturation. Explication très simple. Il faut savoir que la structure des protéines, la structure tertiaire, quaternaire, secondaire, sont très sensibles au traitement physico-chimique. D'abord, les structures sont sensibles au traitement physico-chimique. Ensuite, il faut retenir que la dénaturation, à noter et à noter, la dénaturation n'affecte que la structure secondaire, tertiaire et quaternaire. La dénaturation n'affecte que la structure secondaire, tertiaire, quaternaire. La structure primaire n'est pas concernée par la dénaturation. La structure primaire n'est pas concernée par la dénaturation. Maintenant, je vais revenir sur le schéma où j'étais tout à l'heure ici pour vous expliquer un peu ce qu'on appelle une dénaturation. Quand la protéine, je vais prendre un exemple. Si on a par exemple ici une protéine qui a une structure secondaire et que suite à un traitement thermique ou suite à l'action d'un agent chimique, cette protéine-là qui est une structure secondaire change de structure pour devenir une structure primaire, cette protéine s'est dénaturée, on parlera de dénaturation. Si cette protéine qui est au stade tertiaire change de structure pour devenir par exemple une structure secondaire ou une structure primaire, la protéine s'est dénaturée. Donc en définition, la dénaturation c'est simple. C'est quand la protéine change de structure, mais c'est rétrograde quoi, quitte la structure secondaire pour aller vers une structure primaire ou une structure tertiaire vers une structure secondaire puis primaire. Voilà ce qu'on appelle la dénaturation. Maintenant, qu'est-ce qui peut dénaturer une protéine? Ça peut être le chauffage, un refroidissement, le fait de congeler, ça peut dénaturer une protéine. Un traitement mécanique, par exemple, le fait d'exercer une pression sur la protéine, une forte pression peut dénaturer. Il y a aussi les radiations ionisantes. Donc, les radiations ionisantes, les rayons ultraviolets peuvent dénaturer des protéines. Donc, on peut aussi avoir des produits chimiques qui peuvent dénaturer les protéines. Ça peut être un acide, des bases, ça peut être des métaux, le sel, des solvants organiques. Tous ces produits chimiques peuvent dénaturer les protéines. Dénaturer, c'est tout simplement changer la structure d'une protéine vers une structure plus basse.
Donc, en résumé, chaque modification de structure de la protéine native est appelée dénaturation. Modification, structure de la protéine native est appelée la dénaturation. Protéine native, c'est la protéine initiale, quoi. À chaque fois qu'on change la structure, on dira qu'il y a une dénaturation. Maintenant, il faut noter que la dénaturation des protéines peut être réversible ou irréversible. La dénaturation des protéines peut être réversible ou irréversible. Réversible, c'est-à-dire, je peux avoir une protéine qui a une structure secondaire. Je la dénature, par exemple, avec la chaleur et la structure secondaire change pour devenir une structure primaire. Donc là, on a une dénaturation. Mais cette protéine peut redevenir une structure, peut retrouver sa structure secondaire, donc cette dénaturation est réversible. Mais il y a des dénaturations qui sont irréversibles. C'est-à-dire que dès que la structure change, on ne peut plus retourner pour avoir la même structure initiale. Donc là, on dira que la dénaturation est irréversible. Voilà, donc ici, je vous présente une dénaturation d'une protéine. Regardez, ici, on avait une protéine qui était au stade, disons, tertiaire, et qui se dénature pour revenir à une structure primaire. Vous avez vu, c'est juste la structure qui change. Maintenant, après cela, on peut avoir une réversibilité. Cette structure-là qui est primaire, qui a été obtenue à partir d'une protéine dénaturée, peut redevenir une structure quaternaire, par exemple. Vous voyez, dénaturation et la régénération. Dénaturation, régénération. Donc, quand on parle de dénaturation, c'est ça qu'il faut retenir ici. Il ne s'agit que de la structure de la protéine. Là, c'est un exemple très clair pour quelqu'un qui veut savoir c'est quoi une dénaturation. C'est tout simplement la structure de la protéine qu'on appelle, qui change, on va appeler dénaturation. Voilà. Oui. Je ne vous entends pas. Ok, très bien. Maintenant, quels sont les effets de la dénaturation? Donc, oui, super, d'accord, ça marche. Merci. Les effets de la dénaturation. On a compris maintenant ce qu'est une dénaturation. Nous savons les facteurs qui peuvent entraîner une dénaturation. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est quelles sont les conséquences de ces dénaturations sur les protéines. Voilà. Donc, il y a une modification de la solubilité. Une protéine pouvait être soluble, se dénature et devient insoluble. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Pour les peuls surtout, les amateurs de lait là, les amateurs de lait, bon maintenant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont amateurs de lait. Le matin, quand vous voulez faire votre petit déjeuner, si vous prenez de l'eau très chaude, surtout quand vous êtes saraxolé, vous prenez de l'eau très chaude, vous rajoutez du lait en poudre et vous agitez. Si l'eau est très chaude, vous ajoutez du lait en poudre et vous agitez. Qu'est-ce que vous remarquez? Qui peut me dire ce qu'il remarque, ce qu'il a déjà remarqué, il ou elle? Si l'eau est très chaude, répondez, on ne dira pas que vous êtes un peul. Oui, le lait se solubilise quand l'eau est chaude, je suis d'accord, mais très bien, je suis d'accord. Mais quand l'eau est très chaude, est-ce que la solubilisation est parfaite? Vous ne voyez pas des grumeaux au-dessus? Est-ce que tout est homogène? Voilà, très bien. Voilà, quand l'eau est modérément chaude, il y a des disons, une coagulation, quoi, un tout petit peu. N'est-ce pas? Oui. Voilà, très bien. C'est parce que, en fait, quand l'eau est chaude, modérément chaude, l'eau se solubilise, le lait se solubilise parfaitement. Là, on est parfaitement d'accord. Mais quand l'eau est très chaude, eau bouillante,
vous ajoutez, vous mettez du lait, vous agitez, vous allez voir que ça ne sera pas totalement homogène. Vous allez voir qu'il y a une partie qui va coaguler. C'est parce qu'il y a une partie qui n'est plus soluble. C'est la chaleur qui a dénaturé les protéines et ces protéines ne sont plus solubles. Pourtant, si vous aviez utilisé de l'eau moins chaude, vous allez voir que tout sera homogène. Parce que là, vous n'aurez pas entraîné une dénaturation. Donc, retenez qu'il y a une modification de la solubilité. Il y a aussi la modification du pouvoir de rétention d'eau. Vous savez, les protéines ont un pouvoir pour retenir l'eau dans un aliment. Si je prends l'exemple de la viande a de l'eau. À l'intérieur de la viande, nous avons de l'eau. Et cette eau-là est retenue par la viande. Mais avec le stockage, si vous allez par exemple chez le boucher, vous allez voir que le boucher qui pose sa viande, au fur et à mesure, je ne dis pas la viande du boucher, quoi, pas son corps, quoi, mais un bœuf que le boucher aura mis à côté. Maintenant, cette viande de bœuf-là, vous allez voir que l'eau va commencer à sortir. L'eau commence à sortir parce qu'il y a une activité enzymatique, une modification du pH, et ce qui va entraîner une modification du pouvoir de rétention d'eau. La viande va retenir de moins en moins de l'eau, et ce qui va, les protéines qui sont dans la viande vont retenir de moins en moins de l'eau, ce qui va entraîner une sortie de cette eau. Donc, solubilité qui change suite à la dénaturation des protéines. Il y a aussi la modification du pouvoir de rétention de l'eau. Et il y a aussi la perte d'activité biologique. Si je prends l'exemple des enzymes, rappelez-vous, quand on faisait le cours sur le brunissement enzymatique, il y avait ce qu'on appelle le blanchiment. Le blanchiment, c'est un traitement thermique de courte durée qui permettait d'inhiber les polyphénols oxydases. Les polyphénols oxydases sont des enzymes. Maintenant, leur perte d'activité biologique est due tout simplement au fait que les enzymes étant constituées de protéines, ces protéines sont dénaturées par la chaleur, et cette dénaturation de ces protéines des enzymes va tout simplement entraîner une perte d'activité de l'enzyme. L'enzyme va tout simplement être inhibée. Aussi, nous avons une augmentation, une sensibilité de la dégradation chimique des protéines. Quand les protéines se dégradent, elles deviennent plus sensibles aux dégradations chimiques qui vont être dues surtout à l'acide, aux bases, aux minéraux, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle la modification de la viscosité. Vous savez, les protéines peuvent rendre une solution visqueuse, mais si les protéines se dégradent, cette viscosité aussi peut changer. Il y a aussi les modifications ou pertes des propriétés de cristallisation. On peut aussi avoir des protéines qui, après dénaturation, étaient sous forme cristalline, mais après dénaturation, changent carrément de propriété, changent carrément d'état dû à la dénaturation. Donc voilà. Et pour les agents dénaturants, bon, on l'a expliqué un peu. Maintenant, il y a aussi les agents physiques. Il y a l'élévation de la température. La température, la chaleur peut dégrader facilement, dénaturer plutôt facilement les protéines. Donc, quand la température devient élevée, donc il y a des composants qui sont dans les atomes qui sont dans les protéines, qui s'agitent, qui bougent beaucoup, et ce qui pourrait entraîner après le changement de la structure de la protéine qu'on appelle la dénaturation. Donc, les agents dénaturants, ça peut être la lumière, ça peut aussi être la chaleur. Mais ne pensez pas que la dénaturation des protéines est toujours négative. Vous savez, la dénaturation des protéines... Oui? Allez-y. Oui, oui, on vous écoute. Allô, oui, on vous écoute. Allez-y.
Allô? Qui a demandé la parole? Allô? Ah, ok, d'accord. Ok. Bon, on va continuer le temps que son problème soit réglé. Donc, la dénaturation des produits, je disais qu'on peut aussi avoir des applications. Oui, oui, allez-y. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Hein? Oui. Oui. Ah, ok, je vois. Je comprends. En fait, vous savez, il y a un compromis. Il y a un compromis. Dans nos aliments, nous avons les éléments nutritionnels, d'une part. D'autre part, nous avons les micro-organismes. D'une part, les éléments nutritionnels qui sont désirables. D'autre part, les micro-organismes qui, pour la plupart, sont indésirables. D'accord. Bon, je dis pas pour la plupart, mais en tout cas, certains sont indésirables parce que d'autres peuvent être bénéfiques pour l'organisme. D'accord. Maintenant, il y a un compromis. En chauffant, on élimine ces micro-organismes, mais on élimine aussi les éléments nutritionnels. Ça, c'est clair. Maintenant, le compromis, c'est quoi? Il faut trouver un barème, une durée, je veux dire une durée de chauffage et une température de chauffage qui permet d'éliminer le maximum de micro-organismes tout en préservant le maximum d'éléments nutritionnels. Maintenant, en chauffant, si vous chauffez par exemple jusqu'à des températures de 200 degrés, là, c'est vrai que c'est à une température où les protéines vont se dénaturer très rapidement, mais il faudra gérer le temps. Il faudra veiller à ce que le temps soit très court, ce qui va permettre d'éliminer les parasites, mais en essayant de préserver le maximum de protéines. Donc, avec votre exemple, il faut noter que si le temps est court, si le temps est long, vous risquez de détruire beaucoup de protéines, effectivement. Mais si le temps est court, vous pouvez juste détruire une partie et l'autre partie pourra être préservée si le temps est court. Donc, plus la température est élevée, plus vous devrez réduire la durée de chauffage. Donc, il faut veiller surtout à la durée. Si la température est élevée, réduire la durée de chauffage. D'accord. C'est bon? Bon, je pense que votre collègue a des problèmes de micro, donc on peut continuer. S'il y a encore des soucis, vous pouvez toujours m'interpeller. Voilà, donc je disais qu'il y a quand même des applications que nous faisons sur la dénaturation des protéines. Il y a par exemple les techniques de désinfection. Nous allons utiliser des produits qui peuvent dénaturer les protéines des micro-organismes. Par exemple, je prends des produits, comment je vais les appeler encore? Des produits qui ont une activité antibactérienne. Maintenant, pourquoi ces produits ont des activités antibactériennes comme les lessives et autres? C'est parce que certains ont des molécules chimiques qui peuvent détruire, qui peuvent dénaturer plutôt les protéines qui sont présentes dans les bactéries. Ce qui fait que la bactérie sera inhibée si ces protéines sont dénaturées par ces agents chimiques. On peut aussi dénaturer les protéines qui sont présentes dans les bactéries, par exemple, en chauffant. En chauffant, on peut détruire les protéines qui sont à l'intérieur des bactéries, ce qui va tout simplement bloquer l'activité des bactéries.
Donc, en voulant faire une stérilisation, on veut juste dénaturer les protéines des bactéries, en résumé. On peut aussi dénaturer les protéines pour notre plaisir. Vous savez, quand je prends un œuf, vous savez, les œufs sont riches en protéines, comme nous l'avons dit au début du cours. Quand on chauffe un œuf, on voit qu'il y a, au début, c'était liquide, n'est-ce pas? Le blanc d'œuf, comme le jaune d'œuf, c'est assez liquide. Mais quand on chauffe avec de l'huile, on se rend compte que ça se solidifie. Ça se solidifie. Je pense que ça, tout le monde l'a remarqué. Qu'on bout avec de l'eau ou qu'on chauffe, qu'on fasse de la friture avec de l'huile, on voit que l'œuf coagule. Cette coagulation, mais c'est une dénaturation des protéines. Donc là, c'est un exemple qui montre que la dénaturation des protéines n'est pas toujours négative. Quand la protéine se dégrade, se dénature, la valeur nutritionnelle peut diminuer, mais c'est pour notre plaisir, parce que les gens n'aiment pas les œufs crus. Donc, par plaisir, on va les cuire, mais sachez qu'en faisant les omelettes, eh bien, on dénature les protéines. Il faut savoir cela. Donc, en faisant nos omelettes, donc il y a deux problèmes. D'abord, on casse un œuf. Et quand on casse un œuf, on tue un poussin, comme on dit. Mais aussi, on dénature les protéines. Voilà. OK, donc il faut savoir aussi que la chaleur, quand on dépasse les 60 degrés, c'est à ce niveau que les protéines commencent vraiment à se dégrader. Quand on dépasse les 60 degrés, la protéine se dégrade. Et ça, oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous envoyer le support-là? Oui, si vous voulez, je vous enverrai ce support, il n'y a aucun souci. Oui, parce que notre cours a terminé à 7 h. Oui. Et les gens, par exemple, vous habitez où? Oui, mais il faut louer un taxi. C'est pas cher, vous êtes des patrons. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai la vidéo et le support. PowerPoint. Ok, il n'y a pas de souci. De rien. Donc, je disais que quand vous dépassez les 60 degrés, là, je cite votre attention, surtout pour le chauffage. Quand vous chauffez de grâce, évitez les températures trop élevées. Évitez de chauffer de manière indéterminée. Il y a des femmes qui sont dans la cuisine, qui préparent le déjeuner, qui font une cuisson infinie. Font la cuisson, sont sur WhatsApp, font la cuisson, sont sur la série télévisée, comment on l'appelle encore, je ne sais pas, Ruby, ou je ne sais pas quelle série encore. Et là, le temps non seulement est long, la température est élevée, là, vous dénaturez les protéines. Voilà. OK. Donc, là, je vais juste vous montrer l'exemple des œufs suite à la dénaturation. Au début, les œufs sont comme ça, donc avec une forme bien déterminée, donc une structure correcte, en structure quaternaire. Maintenant, avec la chaleur, donc la protéine va changer de forme, de structure, et là, va capturer de l'eau. Et là, vous allez avoir tout simplement les omelettes. Les omelettes, donc il y aura de l'eau qui sera capturée. Et dès qu'on continue à chauffer, l'eau va commencer à s'évaporer. Et là, vous n'aurez plus de gel, mais vous allez tout simplement avoir l'omelette. Parce qu'au début, ici, vous aviez un gel. Donc là, c'est juste pour montrer l'effet de la température sur les produits. Donc, chauffez le moins possible. Et toujours, dans le cadre du chauffage, vous avez donné l'exemple de la viande, je vais y revenir tout à l'heure. Vous savez que la viande, dans la viande, il y a le collagène. Le collagène, c'est une protéine qu'on retrouve dans la viande et c'est ce collagène qui rend la viande résistante et élastique. Au début, la viande, quand elle est fraîche, elle est résistante et élastique. On ne peut pas manger la viande crue comme ça. Maintenant, vous allez savoir, retenez que plus on va chauffer la viande, le collagène là va se dénaturer et va se transformer en gélatine.
La gélatine est douce, est tendre, est facile à mâcher. Donc, le collagène, sous l'effet de la chaleur, va se transformer en gélatine. Le collagène qui est résistant et élastique va se transformer en une gélatine qui est beaucoup plus, qui est douce, qui est vraiment, voilà, fragile. Et c'est pour ça que quand on chauffe une viande, à un moment, la viande devient tendre. On peut la manger facilement. C'est parce que tout simplement, le collagène se dénature pour se transformer en gélatine. Donc, ceci, c'était juste pour vous montrer que la dénaturation de la viande des protéines a des effets négatifs plutôt, parce que ça peut réduire certains aspects, certaines propriétés du protéine ou même les éliminer comme la solubilité, etc. Mais aussi peut avoir des effets positifs pour rendre l'aliment plus attirant, pour améliorer les qualités organoleptiques d'un aliment. Donc, une viande, par exemple, plus vous la chauffez, plus elle est tendre parce que tout simplement, le collagène va se dénaturer pour se transformer en gélatine. Maintenant, on va voir la dégradation. La dénaturation est simple. C'est tout simplement un changement de la structure des protéines. Maintenant, la dégradation, c'est quoi? Il faut retenir que la dégradation des protéines est différente de la dénaturation. Une dégradation de protéines est différente de la dénaturation. On avait dit que la dénaturation ne concerne que la structure quaternaire, tertiaire et secondaire. Retenez bien que la dégradation d'une protéine ne touche que la structure primaire. La dégradation des protéines ne touche que la structure primaire des protéines. Donc, quand on parle de structure secondaire, tertiaire, quaternaire, dénaturation, quand il s'agit de la structure primaire qui se dégrade, on parlera de dégradation. Maintenant, la dégradation des protéines peut être de nature chimique ou enzymatique. On va voir les dégradations de nature chimique d'abord, des protéines. Ensuite, on voit les dégradations de nature enzymatique. Pour les dégradations de nature chimique, n'est-ce pas? On en a 3. Nous avons ce qu'on appelle la formation d'isopeptides par chauffage. Cette dégradation est due au chauffage. Donc, quand on chauffe, ça concerne surtout un acide aminé qu'on appelle la lysine. Donc, on aura la formation d'un pont intermoléculaire et qui va dégrader la lysine et avec un autre acide aminé. Donc, c'est la lysine qui va se lier, qui va former un pont avec un autre acide aminé. Ça peut être le glutamine ou l'asparagine. Lysine plus glutamine ou lysine plus asparagine. Donc, sous l'effet de la chaleur, vont former un pont et ce qui va permettre d'avoir une formation d'isopeptides. La formation d'isopeptides va avoir lieu avec la lysine et la glutamine ou la lysine et l'asparagine sous l'effet de la chaleur. Et là, ce qu'on obtient, c'est la perte de la digestibilité. Cette protéine n'est plus digestible. Formation d'isopeptides, c'est soit entre la lysine et la glutamine ou la lysine et l'asparagine qui vont former un pont intramoléculaire et ceci va entraîner la perte de la digestibilité. Donc ça, c'est vraiment un résumé de la formation d'isopeptides qui est une dégradation des protéines. Après la formation d'isopeptides, on a la formation de lysinoalanine. La formation de lysinoalanine, donc, ça concerne les acides aminés suivants. Nous avons la sérine ou la cystéine qui va se lier avec la lysine. Donc, vous voyez que la lysine devient toujours suite à un chauffage, mais en milieu basique. C'est le cas, par exemple, du blanc d'œuf cuit. La lysine est toujours présente. Maintenant, cette lysine va se lier soit à la sérine ou à la cystéine pour donner de la lysinoalanine, donc qui aura lieu sous l'effet de la chaleur, mais aussi en milieu basique. D'accord? Donc, ceci va permettre d'avoir
va aboutir à la formation, à réduire la valeur nutritionnelle du produit, tout simplement parce que les protéines ne sont plus digestibles. Donc, vous allez voir que ces deux dénaturations sont faciles à retenir. C'est la lysine qui entre en jeu. Maintenant, cette lysine va se lier à la glutamine et à l'asparagine s'il s'agit de formation d'isopeptides. Maintenant, il y a une autre dégradation, c'est la lysinolanine, la formation de lysinolanine. C'est toujours la lysine qui va se lier avec la sérine ou la cystéine, toujours avec le chauffage, mais là, en milieu basique. Et l'un comme l'autre, on va avoir une diminution des valeurs nutritives et la dégradation des acides aminés. La dernière dégradation, c'est la réaction de Maillard. Vous savez, la réaction de Maillard, c'est une réaction entre un composé azoté, ça peut être un acide aminé, une peptide ou une protéine, avec du sucre. Mais ça, on ne va pas y venir parce qu'on l'avait déjà vu au premier semestre. Donc, pour les dégradations chimiques, on a l'isopeptide, la formation de lysinolanine et la réaction de Maillard. Mais pour toutes ces dégradations, il faut le chauffage. C'est pour ça que c'est très facile à retenir. Il faut chauffer pour dégrader. Donc, la réaction de Maillard. Maintenant, à part les dégradations chimiques, qui sont faciles à retenir, il y a les dégradations enzymatiques. Et pour les dégradations enzymatiques, donc, comme son nom l'indique, ce sont des dégradations qui sont causées par des enzymes. Je vais vous donner les réactions rapidement. Ce sont des réactions très, très simples. Et suite à une dégradation enzymatique, nous avons la formation d'alcool supérieur ou la formation d'amines biogènes. La dégradation enzymatique va conduire soit à la formation d'alcool supérieur ou à la formation d'amines biogènes. Voilà. Pour vous rendre les choses faciles, je vais tout simplement vous donner les réactions. Comment on obtient l'alcool supérieur? Regardez. Ici, on a un acide aminé. Maintenant, cet acide aminé-là, on va voir le NH2, le groupement NH2 qu'on avait vu au début qui va partir, de même que le groupement carbonyle qui part. Maintenant, ce qui va rester, c'est qu'ici, au lieu d'avoir COH, il y a juste le groupement hydroxyle qui va rester. C'est cet alcool-là qu'on appellera alcool supérieur. Donc, la formation d'alcool supérieur. Là, on part d'un acide aminé, on retrouve un alcool supérieur. La différence, c'est tout simplement que le NH2 là va partir et le groupement carbonyle, il ne restera que le OH. Voilà, donc c'est comme ça qu'on aura la formation d'alcool supérieur. Maintenant, pour l'amine biogène, là aussi c'est très simple. Hein? Là aussi c'est très simple. Pour les amines biogènes, donc c'est dû à des enzymes qu'on retrouve dans les micro-organismes. Et la formation d'amines biogènes, c'est surtout lors de la putréfaction des viandes, des poissons et des fromages. On va voir rapidement la réaction. Vous allez voir que ça va être très simple. Ici, par exemple, on a un acide aminé. Maintenant, cet acide aminé-là va subir une décarboxylation. Cette décarboxylation va être effectuée par une enzyme qu'on va appeler, on va prendre le nom de l'acide aminé qui est décarboxylé plus décarboxylase. On va donner tout à l'heure un exemple. Mais regardez, la décarboxylation, c'est tout simplement le groupement COH qui part. Ici, c'est le groupement COH qui part, décarboxylation. Il ne restera que le groupement NH2. C'est ça qu'on appelle l'amine biogène. On va prendre un exemple. Par exemple, l'intoxication scombroïdique. L'intoxication scombroïdique est due tout simplement à l'ingestion de poissons contenant une dose élevée d'histamine. Mais comment l'histamine se retrouve dans le poisson? Regardez. Attends, j'ai mis la réaction ou pas? Voilà, j'ai mis ici la réaction. Tout part de l'histidine. En fait, quand le poisson est frais, nous avons de l'histidine, un acide aminé qu'on trouve dans le poisson qui est très intéressant. Maintenant, au cours de la conservation du poisson, si le poisson est mal conservé, donc l'histidine décarboxylase, qui est l'enzyme, va décarboxyler l'histidine et on va avoir l'histamine. Donc l'histamine est obtenue à partir de la décarboxylation de l'histidine par l'histidine décarboxylase et c'est ça qui va donner l'histamine. L'histamine, quand elle est présente à un taux élevé dans le poisson, va donner une intoxication
qu'on appelle l'intoxication scombroïdique. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra bien conserver le poisson pour éviter l'action de l'histidine de carboxylase. Et le taux d'histamine dans les poissons est souvent mesuré pour voir si le taux n'est pas très élevé, car si le taux est élevé, le poisson risque d'être éliminé pour éviter cette intoxication due à l'histidine de carboxylase. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? On peut procéder aux réponses des questions si vous en avez. Oui? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Par rapport à l'évaluation du semestre 2. Oui, voilà, d'accord. OK, bon, parce que là, je suis en train d'enregistrer. On va prendre d'abord les questions qui concernent le cours. Si vous avez fini, j'arrête l'enregistrement et puis on pourra parler des autres questions. C'est pour éviter que la vidéo soit très longue, quoi. Donc, je vais vous répondre après. Après, vous pourrez reposer votre question, quoi. Donc, vous parlez des évaluations. Maintenant, par rapport au cours qui vient d'être déroulé, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Ça va? OK, d'accord. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.